Madame, Monsieur, voici vos titres. Célébration des planteurs dans le secteur du coton et de l'anacarde. La première journée des producteurs, le cadre choisi par la fêtière ce vendredi. La rencontre a été ouverte par le vice-président de la République, Tiemoko Meïlie Koné. Amélioration des revenus, hausse de la production et la transformation locale. Les acteurs ont salué les réformes qui ont permis d'enregistrer ces acquis. C'est l'heure du bilan au district autonome d'Abidjan. Le ministre-gouverneur était face à la presse nationale et internationale. Ibrahima Cissé Bakongo jette un regard sur la politique de restauration de l'ordre urbain mise en place à sa prise de fonction le 2 janvier 2024. Il se dit plutôt satisfait, même s'il reste encore des défis à relever. Et puis, un peu d'histoire dans cette édition. Savez-vous que la ville de Tia-Salé a été en 1893 le premier cercle colonial, c'est-à-dire la plus petite unité de l'administration à l'époque des colons. En ce temps, des bâtisses faisaient la renommée de cette cité. Aujourd'hui, tout est pratiquement à l'abandon et est tombé en ruine. Nous y reviendrons dans cette édition. Bonsoir à tous. Avant de nous rendre dans la cité de l'Agné-Bitia, prenons la direction de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Le président de la République, Alassane Ouattara, a pris son vol pour un séjour en France. Il a été accompagné à l'aéroport par le vice-président de la République, le Premier ministre et quelques membres de son cabinet. La Banque européenne d'investissement s'apprête à débloquer 200 milliards de francs CFA en faveur de la Côte d'Ivoire. Le sujet au centre d'échange entre le vice-président ivoirien Tiemoko Meïlie Koné et le vice-président de la banque Fatou Fofana Lamine Dramé. En visite de travail en terre ivoirienne, le vice-président de la Banque européenne d'investissement, Ambroise Fayol, a été reçu ce vendredi 17 janvier par le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Tiemoko Meïlie Koné. Il annonce un soutien économique de 200 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire dans des domaines comme l'agriculture durable, la création d'emplois pour les jeunes ou encore la formation à de nouveaux corps de métier. Nous avons annoncé depuis l'arrivée de la mission des projets qui se montent au total à près de 200 milliards de francs CFA, 300 millions d'euros, qui sont des projets principalement sur le soutien à la stratégie ivoirienne de reforestation et de reforestation durable et des soutiens à la BNI qui va mettre en place une stratégie de soutien aux petites entreprises coopératives qui sont présentes dans le domaine du cacao durable. Et tout ça correspond aux priorités de l'Union européenne qui sont à la fois le soutien à la transition bas carbone et le soutien au cacao durable. Lors de cette rencontre au palais présidentiel d'Abidjan, le vice-président de la Banque européenne d'investissement était accompagné de la représentante de la Commission européenne pour les partenariats internationaux. Myriam Ferrand assure d'un appui de l'Union européenne au développement inclusif de l'économie ivoirienne. En appui de la Banque européenne d'investissement, nous représentons l'offre européenne de soutien à la Côte d'Ivoire à travers un partenariat qui est extrêmement fort. Également pour envisager des pistes futures de coopération entre l'Union européenne en format équipe Europe. Et ce que nous appelons équipe Europe, c'est le fait que toutes les institutions européennes, tous les États membres, la Banque européenne d'investissement et les autres banques nationales coopèrent ensemble pour soutenir le gouvernement de Côte d'Ivoire dans ses priorités. Cet important investissement en Côte d'Ivoire se matérialise déjà par plusieurs signatures d'accords, notamment sur le financement de la lutte contre la déforestation, le développement de la cacaoculture durable et l'acquisition d'actions supplémentaires au sein de l'Agence pour l'assurance du commerce et de l'investissement en Afrique. Agenda chargé pour le vice-président qui a ouvert aujourd'hui la célébration des planteurs dans le secteur du coton et de l'anacarde. Amélioration des revenus, hausse de la production et de la transformation locale. Les acteurs ont salué les réformes qui ont permis d'enregistrer ces acquis. 425 francs CFA le kilogramme, c'est le prix marchand de la noix de cajou pour la campagne 2025. C'est ce que nous apprend Mama Traoré. J'ai l'honneur et le plaisir de vous annoncer au nom du vice-président de la République que le prix marchand de la noix de cajou
est fixé à 425 francs. Ce prix d'achat, en hausse de 54% par rapport à la précédente campagne, est annoncé à l'occasion de la première journée nationale du producteur du coton et de l'anacarde. Le vice-président Timoko Meïlé Kone est venu ouvrir les travaux de cette journée, initiée en vue de célébrer le monde paysan. La Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de noix de cajou et quatrième pays africain producteur de coton, compte plus de 450 000 producteurs de cajou et 120 000 planteurs de coton. Leur courage et leur détermination méritent notre reconnaissance. Ils ont su conjuguer tradition et innovation, contribuant ainsi à la prospérité des zones rurales et à l'essor de notre agriculture. Les acteurs reconnaissent que l'État de Côte d'Ivoire fait beaucoup pour nos deux filières. Des subventions de plus de 100 milliards de nos francs ont été octroyées ces 3 dernières campagnes aux producteurs du coton pour améliorer le prix d'achat du coton graines et réduire le prix des engrais. Les prix fixés dans la filière anacarde ont généré pour les producteurs des revenus de l'ordre de 335 milliards de nos francs par année sur les 5 dernières années. Depuis 2013, le binôme anacarde-coton connaît un essor de 352 000 tonnes. La production nationale de coton avoisine aujourd'hui les 600 000 tonnes. Quant au cajou, le volume de noix récoltées s'est accru en l'espace d'une décennie, passant de 500 000 tonnes à 1,2 million de tonnes en 2023. Ces progrès sont le fruit d'une réforme engagée en 2013 par le gouvernement. Chers parents producteurs, nous sommes appelés à accroître notre productivité et à maintenir la qualité de nos produits. Excellence, Monsieur le Vice-président de la République, je puis vous assurer que le Président de la République, Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara et son gouvernement demeurent aux côtés des producteurs dans cette quête de l'excellence, car c'est ensemble, en conjuguant nos efforts et notre détermination, que nous parviendrons à propulser notre agriculture vers un avenir encore plus prospère et durable. Assurant les producteurs du soutien de l'État, le vice-président Timoko Meïlé les engage à relever les défis liés à la durabilité des deux filières. Il nous faut ainsi veiller, dans la mise en œuvre de nos politiques, à continuer de promouvoir des pratiques agricoles tenant compte des défis environnementaux et climatiques. À cet égard, il est impératif que nous adoptions des technologies modernes et que nous mettions la recherche scientifique au cœur de nos actions afin d'assurer la résilience et la pérennité des filières concernées. La transparence et la traçabilité, depuis l'achat jusqu'à l'exportation, doivent être aussi assurées. Et les réformes stratégiques initiées par le gouvernement doivent être mises en œuvre avec efficacité et rigueur. Rigueur et surtout vigilance face à l'exportation illégale des produits. La traque est d'actualité. Ces pratiques illicites compromettent la transparence et privent les filières de ressources importantes. Une collaboration étroite, soutenue par des contrôles rigoureux, est donc indispensable pour lutter contre ce fléau. Outre la célébration des meilleurs acteurs, le défi d'améliorer le niveau de transformation des deux produits de rente va également meubler cette première journée nationale du producteur du coton et de l'anacarde. L'objectif visé est de hisser le taux de transformation du cajou, actuellement de 30%, à 50% d'ici 2030. C'est l'heure du bilan au district autonome d'Abidjan. Le ministre-gouverneur était face à la presse nationale et internationale. Ibrahima Cissé Bakongo jette un regard sur la politique de restauration de l'ordre urbain mise en place à sa prise de fonction le 2 janvier 2024. Il se dit plutôt satisfait de ce qui a été réalisé avant de s'engager à œuvrer pour offrir un cadre de vie sain et agréable aux Ivoiriens. Serge Coléa. Chers amis de la presse nationale et internationale, il était attendu face aux journalistes pour marquer l'an 1 de sa gestion à la tête du district autonome d'Abidjan. Après sa prise de fonction le 2 janvier 2024, suivi des premiers mois mouvementés, la politique de restauration de l'ordre urbain fait désormais partie du quotidien
des Abidjanais. Ce sont environ 20 sites sur 171 qui ont fait l'objet d'un traitement d'urgence. Je voudrais rassurer l'opinion publique nationale et internationale qu'à l'occasion de toutes ces actions, notre seule préoccupation, pour ne pas dire notre obsession, a été la préservation des vies humaines, la sécurité des populations avant même la salubrité. En ligne de mire, les occupations illégales des espaces publics, les vendeurs ambulants sur les grandes artères, les installations anarchiques, les fumoirs et les gares routières qui poussent un peu partout. Pour l'année 2025, les défis majeurs que nous aurons à relever porteront sur le transport. Nous allons vaincre donc, ce phénomène du désordre dans le secteur. Ibrahima Cissé Bakongo juge le bilan de l'an 1 satisfaisant. Il note également que les populations victimes des opérations de restauration de l'ordre urbain sont prises en charge dans un programme. Réalisation d'infrastructures, aménagement et embellissement, sectorisation des activités, actions sociales et économiques. Le ministre-gouverneur n'a pas chômé. On ne peut pas espérer, mesdames et messieurs, se développer sans faire de sacrifices. C'est impossible. Si nous cherchons à tout préserver, nos acquis, nos travers, nos faiblesses et nos souffrances, alors, je dirais, Abidjan ne se développera jamais. Ibrahima Cissé Bakongo salue la collaboration et l'implication effective des maires du district d'Abidjan. Il les invite à maintenir le cap à travers le cadre permanent de concertation. D'importants défis restent à relever pour faire d'Abidjan une capitale moderne qui rayonne en Afrique. Et c'est peut-être l'heure de gloire de la ville d'Abidjan, mais il y a eu Tiasalé en 1893, parmi les villes références en Côte d'Ivoire. La cité de l'Agnébi-Tiassa a été le premier cercle colonial, c'est-à-dire la plus petite unité de l'administration à l'époque des colons. Aujourd'hui, son héritage est en disparition. Maisons et vestiges coloniaux de Tiasalé, un héritage oublié, un sujet de Godefroy Okamawa. En venant d'Abidjan, vous ne pouvez pas entrer à Tiasalé sans passer par son majestueux pont. Long de 313 mètres et construit en 1934, il vous ouvre les portes de cette ville surnommée la cité de la symbiose. Mais derrière ce tableau à l'entrée de cette ville se cachent de véritables histoires. Tout commence en 1893 quand Tiasalé abrite le premier cercle colonial, en d'autres termes, les premières administrations publiques de la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. Ces maisons coloniales-là, à l'époque, il était difficile aux Tiassaléens même d'y accéder. Parce que ces maisons étaient occupées par les colons. Et vous savez que nous autres, tout petits, nos parents, nous défendaient même d'approcher ces maisons-là. Parce qu'elles étaient habitées par les derniers colons que nous avons trouvés à notre naissance. C'est la grande désolation pour nous, notre génération. Parce que ces maisons coloniales-là sont abandonnées. À qui revenait la charge de les réhabiliter ou bien de les reprendre en main pour certaines activités, c'est le point d'interrogation. Une balade dans les ruelles du quartier colon, devenu quartier Tiasalé-Kro, nous permet de découvrir ce passé. Le camp fonctionnaire, où habitaient les premiers fonctionnaires, la gendarmerie, l'ancienne maison du commandant de cercle, devenue la résidence officielle du préfet. Cette bâtisse est aujourd'hui en réhabilitation. À cela s'ajoute le premier cinéma, le débarcadère, où transitaient les esclaves depuis le village de Kanganiazé, où une stèle a été érigée en leur mémoire. Autant de vestiges et de sites qui ont fait les beaux jours et qui renferment les douleurs du passé de Tiasalé. Témoin vivant de cette histoire, Ndakassi, 95 ans, ancien cadre de banque, aujourd'hui chef du village de Niamoué, garde encore des souvenirs. Avant tout se passait bien, en ce terme que la population s'attendait. Et après les indépendances, il y a eu une cassure totale. Avant, toutes les maisons de commerce qui se trouvaient à Abidjan, tout était représenté ici. Puisque
Tia Salé était la porte même d'entrée de tout ce qui va jusqu'au nord. C'est par Tia Salé que Benje a tracé la route jusqu'au nord. À l'instar du quartier France dans la commune de Grand Bassam, inscrit au patrimoine de l'UNESCO, les populations de Tia Salé rêvent de voir leur cité inscrite au même titre. Vraiment, on fait appel, on demande pardon au ministre de la Culture de faire un tour à Tia Salé, d'où sont partis la plupart des premiers fonctionnaires. Parce que après Bassam, Tia Salé doit être inscrit aussi au patrimoine de l'UNESCO. Tia Salé garde encore les traces de son histoire. Avec les travaux initiés par le gouvernement, la ville est en pleine renaissance. Des actions qui impacteront sûrement le développement de la cité par ricochet, la réhabilitation de ces bâtisses coloniales vieilles depuis de 130 ans. Voilà, Tia Salé, maison et vestiges coloniaux, un héritage oublié, le sujet de Godefroy Okamawa. En bref, une image depuis 2019, la Côte d'Ivoire, pour la réussite du défi de la réhabilitation de notre couvert forestier à l'horizon 2030, en raison de 20 millions d'hectares, s'est doté de plusieurs stratégies pour la mobilisation de financement. Au nombre de ces stratégies, la SPREF, stratégie de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts, dont la mise en œuvre nécessite un fonds global de 616 milliards de francs CFA, avec 65% d'apport du privé. Avant l'échéance de ce mécanisme en 2030, le ministre des Eaux et Forêts multiplie les initiatives. Le sens de cette rencontre avec la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGECI, Laurent Tchagba, a sollicité l'implication du secteur privé ivoirien pour une meilleure appropriation de cette stratégie très importante pour le pays. Voyons maintenant les nouveaux locaux de la direction régionale de Boundiali. C'est la ministre Maria Tokone qui a procédé à l'inauguration. L'édifice va faciliter le travail des éducateurs et améliorer les résultats scolaires dans la région de la Bagoui. C'est ce que nous apprend Ami Sissoko. Ce bâtiment flambant neuf, entièrement équipé, réalisé pour un coût d'environ 1 milliard de francs CFA, est la nouvelle direction régionale de l'éducation nationale de Boundiali. Inaugurée ce jour par la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Maria Tokone. Il vient renforcer les infrastructures éducatives de la région, offrant aux encadreurs un cadre idéal de travail. C'est l'ensemble de la communauté éducative qui vous exprime sa fierté de recevoir ce magnifique cadre propice au travail, qui, au coup sûr, nous donnera les moyens nécessaires pour un meilleur rendement scolaire. Cette cérémonie d'inauguration de la nouvelle direction régionale de l'éducation nationale de Boundiali était aussi celle de la remise de 41 véhicules destinés aux 41 directions régionales de l'éducation nationale à travers le pays. Les véhicules qu'elle nous a promis, elle nous les a donnés aujourd'hui. Cela donc nous permettra effectivement de superviser l'activité pédagogique sur le terrain et de parvenir aux résultats de qualité. Et lui promettre, avec la grâce bien sûr de notre Seigneur, de pouvoir accomplir pleinement notre mission pour améliorer les résultats dans notre région de Bongouane. La ministre Maria Tokone a exprimé sa satisfaction face à cette réalisation et réaffirmé l'engagement du gouvernement ivoirien à investir dans l'éducation, pilier d'un développement durable. L'inauguration de la nouvelle DRENA de Boundiali est le reflet de la vision d'une école ivoirienne apte à produire de bons résultats dans un environnement de travail offrant les meilleures conditions de rendement. Nous voulons une école compétitive qui ne donne aucun complexe à nos élèves et à la Côte d'Ivoire quand elle est confrontée aux autres sur le plan international. Après Boundiali, cap sera mis sur Adzopé pour l'inauguration de sa direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Selon la ministre Maria Tokone, ces dotations visent à améliorer le rang de la Côte d'Ivoire à la prochaine évaluation des pays francophones. Autre volet de l'actualité, 363 auditeurs et auditrices formés par l'Université des droits de l'homme ont reçu leur parchemin hier à l'issue de 5 mois de formation. Ils ont été formés en droit international des droits de l'homme et en droit de la femme. Amakadi Kone, Konate Moussa. 363 auditrices et auditeurs issus d'entités publiques, privées, de la société civile et d'organisations internationales.
Ces participants reçoivent leur certificat après 5 mois de formation en droit international des droits de l'homme et en droit de la femme. C'est un sentiment de joie que j'ai. Nous sommes heureux et désormais nous allons œuvrer pour la paix. Et pour nous, la paix en Côte d'Ivoire, c'est amener à respecter nos institutions, à faire confiance aux normes que nous sommes données, à notre constitution. Lancé en 2018, ce programme vise à renforcer les connaissances des participants. Il leur apporte une maîtrise des instruments juridiques et des mécanismes internationaux, régionaux et nationaux pour promouvoir et défendre les droits humains. Les droits de l'homme sont concrets. Ils rythment notre quotidien. Ils sont le fondement même de notre coexistence pacifique et harmonieuse. Ils nous rappellent que chaque individu, indépendamment de son origine, de sa race, de sa croyance ou de son statut, mérite dignité, respect et protection. En tant que défenseur ou futur défenseur des droits de l'homme, vous avez la responsabilité de veiller à ce que ces valeurs soient non seulement respectées, mais également promues dans toutes les sphères de notre société. Les nouveaux certifiés ont désormais une mission, être des ambassadeurs des droits humains dans leur sphère d'influence. Et en cette année 2025, le pays aura besoin des fruits de leur formation. 2025, année électorale, des élections apaisées, c'est ce que souhaite Anne-Désirée Oloto pour sa localité. La ministre d'État, présidente du Conseil régional du Cavali, a échangé avec les élus et cadres de l'ouest du pays, ici à Abidjan, pour parler aussi développement. Walter Amadou Ouattara. Ils sont venus de tout le Pleu, Taï, Bleu-les-Quais et Guiglo pour réaffirmer leur soutien à leur fille, Anne-Désirée Oloto, qu'ils qualifient de leader exemplaire. Ces cadres, élus et présidents de mutuelles de développement se sont retrouvés en ce début d'année pour exprimer leur reconnaissance pour les actions menées par le gouvernement dans la région du Cavali. Au niveau de la mutuelle, c'est les résultats concrets sur le terrain. Avec Madame le ministre, on n'a pas peur. Nous, on avance. Nous sommes venus d'abord pour vous dire merci pour tout ce que vous avez fait pour notre région. Avec 85% de taux d'électrification des localités dans le Cavali, marqué par le raccordement de Taï au réseau électrique national, les travaux de bitumage de l'axe Guiglo-Tout-le-Pleu, la réalisation de forages comme Azanier, la présidente du conseil régional du Cavali, par ailleurs, ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, Anne-Désirée Oloto, exhorte ses parents à s'inscrire résolument dans la continuité du développement et dans la consolidation de la cohésion nationale, ainsi qu'à œuvrer pour des élections présidentielles apaisées en octobre 2025. En 2025, nous devons protéger la quiétude de nos parents. Nous devons continuer avec le président Alassane Ouattara, sans état d'âme, sans complexe, parce que l'expérience a démontré qu'il est le meilleur actuellement sur la place politique en Côte d'Ivoire, qui peut continuer de transformer la Côte d'Ivoire. Ces ressortissants des 4 départements qui forment la région du Cavali ont offert des présents à la ministre d'État, symbole de leur engagement sans faille à ses côtés. Des musulmans élèvent la voix vers Dieu pour le président de la République, Alassane Ouattara. Claude Saï, chef de cabinet du président de la République, ainsi que plusieurs cadres du district autonome des montagnes ont pris part à cette rencontre. Direction, la place publique de l'ancien village de Biankouma avec Soro Corona. La place publique de l'ancien site du village de Biankouma transformé en un lieu de culte pour la lecture intégrale du Saint-Coran et des prières adressées à Dieu en hommage au président de la République Alassane Ouattara. Ce sont 300 imams issus des bureaux régionaux du COSIM et du CODIS, de la région du Tompi ainsi que de la Zaïwa de Gagnoua réunis à l'initiative de Claude Saï, chef du cabinet du président de la République, pour dire merci au chef de l'État pour ses actions en faveur du développement à travers le pays. Occasion saisie par le grand imam de Biankouma de situer le cadre de cette activité. Nous avons initié ces activités pour dire un grand merci au président de la République. C'est grâce à lui que nous, les imams en Côte d'Ivoire aujourd'hui, nous avons une carte d'imama pour nous identifier. Le directeur général de l'administration du territoire, le représentant le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Dumandé, exprime sa gratitude aux organisateurs de cette journée des prières qui vient à point nommé en cette année électorale. Malheureusement, dans nos pays,
À chaque fois qu'on arrive vers l'élection, c'est comme si on rentrait dans une zone de turbulence. Et comme la turbulence est gérée par les pilotes, ils ont une adresse pour le pilote, pour que Dieu lui donne la force, la santé de continuer et, j'allais dire, de passer cette zone de turbulence pour le bonheur de chaque Ivoirien. Le chef du cabinet du président de la République et parrain de cette cérémonie réaffirme l'engagement du chef de l'État à œuvrer pour le bien-être des Ivoiriens avant d'exprimer sa reconnaissance aux guides religieux. Ils ont lu le Coran à l'effet que le président de la République soit inspiré dans tous les actes qu'il posera et qu'il continue d'avoir un amour inédit et un engagement extraordinaire pour la bonne marche de la Côte d'Ivoire. Ce sont ces prières-là que les imams, les hommes de Dieu et ces anti-temps ont élevés vers Dieu afin que notre pays, la Côte d'Ivoire, continue d'être ce témoignage de paix, de réussite et de progrès pour tous. Je leur dis infiniment merci. Des présents ont été remis à Koulibaly pour sa sollicitude à l'endroit des acteurs religieux de la région du Tompi en présence des autorités administratives, politiques et municipales ainsi que des cadres du district autonome des montagnes. Prières et bénédictions ont mis fin à cette cérémonie de On en vient à l'actualité politique ce soir. Le porte-parole du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, a tenu une conférence de presse à Cocody. Cette rencontre consiste à décrypter le discours du président du PDCI RDA à l'adresse des militants le 31 décembre dernier. Brendomi Soumaïla rassure l'opinion nationale et internationale de la volonté de son parti à participer au processus électoral de 2025 dans un climat apaisé. Julien Gogo sur Corona. La sécurité des Ivoiriens, l'économie, les élections d'octobre 2025. Brendomi Soumaïla, le secrétaire exécutif adjoint chargé de la communication, porte-parole du PDCI RDA, est revenu sur le discours du président de son parti. Face à la presse, il explique les points forts du message du 31 décembre de Tidjane Thiam aux militants. Le président du parti a aussi articulé son message autour de la reconnaissance. Parce que le PDCI RDA est un parti de reconnaissance. Vous voyez dans cette salle ces grandes figures qui sont là et à chaque moment, nous nous remenons à lui. Pour Brendomi Soumaïla, les militants du PDCI RDA doivent rester mobilisés pour cette année électorale. Un appel est lancé aussi à l'ensemble de l'opposition. Cette année, c'est pour les élections présidentielles. Les élections présidentielles, nous voulons les gagner dans la transparence et sans violence. Le président a fait donc appel à tous les partis politiques de l'opposition. Nous devons nous mettre ensemble pour nous battre pour la liberté, pour la démocratie. L'unité est le mot d'ordre pour l'opposition. Le PDCI se félicitait déjà de son engagement dans ce sens, comme l'a souligné Tidjane Thiam, arrivé de façon impromptue à la rencontre d'échange avec la presse. Très reconnaissant de l'intérêt que vous portez aux activités du PDCI, très conscient du rôle que vous jouez pour l'avenir du pays, pour la Côte d'Ivoire, pour que tout se passe bien, et vraiment compte sur vous en 2025 pour contribuer à ce qu'il y ait un climat apaisé dans le débat politique. La convention du plus vieux parti de Côte d'Ivoire est pour bientôt. Ce sera le cadre approprié pour tout militant désireux de se présenter pour être désigné le candidat du parti à la présidentielle de 2025, selon Brendomi Soumaïla, le secrétaire exécutif adjoint chargé de la communication, porte-parole du PDCI. Le PPACI, maintenant, le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, a tenu ce jeudi la 33e séance de sa tribune d'échange avec la presse, animée par le président du Conseil stratégique et politique Justin Katina Koné, un échange au cours duquel il annonce une tournée du président du parti, Laurent Gbagbo. Konaté Moussa va au Richard. Le président du PPACI, Laurent Gbagbo, va effectuer une tournée dans le district d'Abidjan et les communes environnantes. Une action de proximité initiée en vue de mobiliser les populations pour les échéances électorales futures. Le président Laurent Gbagbo a mis en place un comité de ces tournées qu'il veut entreprendre, qu'on appelait le comité de tournée Kokoko. C'est très symbolique. Il veut passer encore de nouvelles chantailles avec la Côte d'Ivoire, avec son peuple. Il veut une nouvelle liaison intime avec son peuple. L'élection présidentielle est prévue cette année en octobre prochain. Tout en espérant voir le nom de son candidat désigné Laurent Gbagbo sur la liste électorale, le PPACI émet le vœu d'un scrutin apaisé. Nous souhaitons que l'année 2025 contraste avec toutes les autres années électorales que nous avons vécues en Côte d'Ivoire depuis 1995. Notre souhait au PPACI, une élection paisible, inclusive.
Cette rencontre d'échange avec la presse est à sa 33e édition. Rendez-vous est pris dans 2 semaines pour le prochain numéro. Dans le reste de l'actualité, en bref et en image, au Liban, le cessez-le-feu est très fragile, maintien malgré tout, entre Israël et le Hezbollah. Le président français est à Beyrouth ce vendredi pour rencontrer son homologue libanais Joseph Aoun, élu la semaine dernière. Les 2 présidents ont fait une déclaration de presse commune après la fin de leur entretien qui s'est déroulé en présence de l'envoyé spécial pour le Liban, Jean-Yves Le Drian, et des délégations respectives. Le président français a appelé à accélérer la mise en œuvre du cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah, entré en vigueur fin novembre. Voilà, c'est tout pour ce 23h. Très belle nuit. Dieu nous garde. Bonsoir.